puis le deuxième commentaire que je voulais faire sur ce que vous avez dit dans votre introduction, sur la comparaison avec les ingénieurs, c'est peut-être parce qu'il faut que nous apprenions, ceux qui ont subi ces parcours académiques, qu'une grosse partie de l'innovation, elle est tout sauf technologique. Tout sauf technologique. Et la plupart des briques technologiques qui sont disponibles dans beaucoup des succès qui font aujourd'hui la une des premiers entrepreneurs mondiaux. Hein. Je pense évidemment là aussi aux États-Unis. Ces briques technologiques étaient disponibles quand elles ont été lancées, et qu'il faut imaginer ou regarder l'innovation comme un autre terrain de jeu que celui des briques technologiques. C'est peut-être ça aussi dans le projet des écoles d'ingénieurs qu'il faut qu'on apprenne à faire. Alors, et puis je voudrais dire un troisième, tant que j'ai le micro, peut-être faire un troisième commentaire ou des généralités sur ce qu'on pourrait essayer de désapprendre dans des écoles d'ingénieurs. Moi, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui. Moi, de mon temps, on m'a plutôt appris à résoudre des problèmes que je n'avais pas posés. Et c'est une des grandes difficultés auxquelles on est confronté dans l'entreprise, mais alors, quelle que soit sa taille, du coup, hein, que ce soit une grande ou une petite entreprise, il faut réapprendre à poser les problèmes. Et de ce point de vue-là, les travaux de recherche, et je termine juste par ce petit mot-là, donc par rapport à la R&D, de ce point de vue-là, les travaux de recherche sont absolument fondamentaux, géniaux, parce qu'ils procurent justement aux élèves, aux ingénieurs, une expérience ou une pratique de l'apprentissage des problèmes. Alors les solutions, on finit toujours par les trouver, mais reposer un problème, ça c'est une des pièces maîtresses, je pense, du métier d'entrepreneur. Oui, juste pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Jean-David, je pense que c'est intéressant. Effectivement, on constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes d'écoles de commerce qui créent des projets. J'avais participé donc à l'ouverture des 50 ans de l'ENSIMAG, et j'avais été frappé effectivement par tout ce talent, pas forcément exploité pour de la création d'entreprise. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on confond souvent la notion d'entrepreneur leader ou d'entrepreneur tout court. C'est-à-dire qu'on peut très bien être entrepreneur comme faisant partie d'une équipe. D'accord ? Vous pouvez être très bien quelqu'un qui est extrêmement pointu techniquement et qui aura absolument besoin de s'associer avec quelqu'un qui sera compétent d'un point de vue marketing, commercial, ou qui aura plus d'expérience. Et là intervient une dimension qui est, à mon avis, pas facultative, mais absolument fondamentale si on veut créer un projet qui réussisse, c'est l'accompagnement. Donc je pense que l'initiative lancée ce soir par Jean-Philippe est une très bonne initiative. Moi, je fais par ailleurs partie d'un réseau de coaching d'entrepreneurs qui s'appelle Réseau Entreprendre. On fait une différence absolument énorme parce qu'on a quelques années de plus, un peu d'expérience, par son réseau, par les questions qu'on va poser sur la stratégie, etc. Et on voit tant d'entrepreneurs isolés, et c'est vraiment dommage, parce que cette richesse qui peut être apportée par l'accompagnement, par la mise en réseau aussi, il y a un phénomène qui me paraît très intéressant aujourd'hui, c'est des gens qui ont 45 ans, qui ont 50 ans, qui ont travaillé dans des boîtes, qui ont des spécialités très pointues en product management, en ressources humaines, etc. Tous ces gens sont tout à fait capables et en mesure d'apporter leur expertise 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. Vous voyez bien avec ce que je viens de dire, c'est que finalement, l'entrepreneur, il vient avec le germe de son idée, mais plein de ressources peuvent être mises autour de lui, soit bénévoles, c'est le cas de Réseau Entreprendre, soit des gens qui vont apporter leurs services par le côté un peu consulting sur une spécialité donnée. D'accord ? Donc ne restez pas seul pour ceux qui veulent entreprendre. Alors moi j'ai une question quand même qui me vient à l'esprit, parce qu'il se trouve que j'ai la chance de côtoyer Thierry et Brigitte au cours des conseils de l'ENSIMAG. Je me souviens d'un conseil où la grande question était: faut-il créer une entreprise à la sortie de l'école ou pas ? Et moi j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est quand même une question qui est débattue régulièrement, et je pense que personne n'est d'accord sur la réponse. Alors, une petite piste avec Jean-David, tout à l'heure, il me semble avoir deviné la réponse, mais confirmons quand même. Je pense que quand on sort d'une école, qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, on ne peut pas créer n'importe quelle entreprise. Et si je caricature, si vous faites du B tout gros B, c'est-à-dire que votre métier c'est d'aller vendre aux gens comme France Télécom ou AXA, et vous sortez de l'école, les chances que vous réussissiez dans un modèle de ce type-là sont nulles. Si par contre vous faites du B2C ou du C2C et que en gros votre
interface avec le marché, c'est le web, et vous adressez à des consommateurs. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux avoir 23 ans que 53 ans pour lancer ce genre de boîte. Donc voilà, donc il y a des modèles qui se prêtent à finalement une expérience professionnelle qui est faible, mais une grande compréhension des usages et notamment du web. Et les gens qui sortent d'école aujourd'hui, ils ont grandi dans le web. Ils ont connu le web, ils avaient, je sais pas, 7 ans ou 8 ans. Moi, je l'ai connu, j'avais 30 ans. Donc c'est totalement différent de la façon dont je peux appréhender les choses. Et puis il y a des codes business dans le B to gros B qu'un jeune diplômé ne peut pas appréhender sans expérience. Et il a toutes les chances de ne pas y arriver dans ce cas-là. Un commentaire ? Oui, bah écoutez, Michael Dell a commencé à 16 ans, Zuckerberg à 23. Donc je crois que commencer tôt, il y a des tas d'avantages. D'abord, on n'a pas beaucoup de frais fixes. Moi, j'ai coaché des jeunes ESSEC qui avaient un projet, alors désolé, c'était pas des NCMAG, un projet d'accompagnement de personnes âgées à domicile. Ils habitaient au début chez papa-maman, ils pouvaient... voilà, donc il y a les libertés quand on est jeune de pouvoir démarrer avec un niveau de charge fixe assez faible, ce qui est quand même assez différent de quand vous avez 40 ans, charge de famille, etc. Je reviens en fait sur ce sujet-là, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que être jeune, si vous êtes bien accompagné, bien coaché, et que vous avez l'intelligence d'aller chercher l'expertise dont vous avez besoin à un moment donné, c'est un peu la recette du succès. Et maintenant, c'est vrai aussi que je rejoins à nouveau Jean-David sur le fait qu'on ne va pas vendre une solution complexe d'infrastructure réseau à France Télécom si on n'a aucune expérience. Mais voilà, entreprendre jeune, c'est tout à fait possible. Beaucoup d'avantages, de l'énergie, et puis la capacité de se faire aider par des tas de compétences qui viendront rejoindre le projet. Thierry, un commentaire ? Ouais, je sais pas s'il faut cultiver. Enfin, je pense à mes enfants qui sont sortis d'école. Cultiver en faisant une espèce de nouveau paradigme qu'il n'y a pas d'avenir en sortie d'école, que ce soit de commerce ou d'ingénieur en dehors de la création d'entreprise. À mon avis, c'est une erreur, c'est pour le dire tout très très directement. Et c'est une erreur à plus d'un titre, et en particulier parce que des entreprises, quelle que soit leur taille, y compris les très grosses entreprises, ont besoin d'intégrer dans leurs effectifs, alors évidemment dans des cadres stratégiques qui sont très différents de ce que peut être celui d'un jeune ou d'une jeune créatrice d'entreprise, mais des entrepreneurs au sens où ils auraient pu apprendre à l'être à l'intérieur de l'école, dans leur cursus. Je le redirais, autour de la capacité à reconnaître les besoins du client, à partir de sa compréhension d'une attente qui est pas complètement satisfaite et dont on pense qu'elle peut être solutionnée par l'idée qu'on peut avoir. 2, être capable de qualifier comment ce qu'on apporte est différenciant. Et puis 3, être capable de le faire vite, y compris en intégrant ou en digérant des solutions, des idées qui viennent de l'extérieur, d'autres équipes que les siennes. Voilà, donc et cette qualité-là, c'est des qualités universelles dont on a besoin à l'intérieur de toutes les entreprises, y compris les très très grosses. Et c'est, en termes de projet pédagogique, moi, ce que j'essaierai de pousser en avant, et en termes de promesses qu'on peut faire à tous les jeunes qui sortent des écoles et de l'ETSIMAG en particulier. Donc cette capacité à accueillir ces profils-là, évidemment, absolument, c'est très très important pour nous. Alors Christian, revenons un peu à l'enseignement à l'ENSIMAG et à l'INP, parce qu'il se trouve qu'on déjeunait ensemble à midi, et j'ai été très intéressé par l'histoire de l'introduction de l'entrepreneuriat au sein des programmes, au sein de l'INP. Je vais peut-être nous en dire quelques mots. Est-ce que ça s'est fait de façon équivalente ? Je sais que l'ENSIMAG, depuis 15 ans, défend l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est le cas partout ? De plus en plus, mais ça n'a pas été effectivement une évidence dès le départ. L'entrepreneuriat, ça pose quand même, entre guillemets, un petit problème, en tout cas à certains. Problème qui peut être idéologique, déjà d'une part,
Et ensuite, deuxième niveau de difficulté, c'est une école d'ingénieurs, c'est fait pour faire des ingénieurs, c'est pas fait pour faire des managers. Alors, comment on fait Bien, là, il y a une commission des titres d'ingénieur, la CTI, qui a effectivement estimé que un ingénieur, peu ou prou, allait devoir à un moment ou à un autre croiser le monde de l'entreprise, soit parce qu'il allait y rentrer, soit parce que ça allait être des fournisseurs, des clients, enfin, quoi ou qu'est-ce, en tous les cas, c'est un monde qu'il ne pouvait pas ignorer. Donc forcément, à ce moment-là, les sciences de l'entreprise sont rentrées dans les écoles d'ingénieurs de plus en plus. Et la problématique qui était la nôtre en tant qu'enseignant, c'est de se dire comment on fait pour que nos ingénieurs aient une compréhension du monde de l'entreprise sans leur faire les centaines d'heures que peut faire un étudiant en école de commerce. Et j'allais dire, l'idée nous est venue. Allons-y mollo, j'ai pas de paternité, bien évidemment. Mais en tous les cas, une discipline interactive, participative, enfin on peut appeler tout ça comme on veut, c'est-à-dire un projet dans lequel l'étudiant va réellement lui-même construire son entreprise. Il va forcément se rendre compte des différentes composantes du monde de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de marketing, de stratégie, de comptabilité, de finance, de RH, de tout ce qu'on veut. Mais il va surtout se rendre compte de l'interaction qui existe entre ces différentes disciplines, chose qu'il verra pas forcément en suivant des cours bien séparés les uns des autres et sans voir ce qui se passe. Effectivement, il s'agit d'une construction qui est relativement fragile et il va se rendre compte qu'on ne peut pas toucher un levier sans que les autres forcément se décalent. Donc petit à petit, on rentre dans pratiquement toutes les écoles d'ingénieurs. On est aujourd'hui pratiquement dans toutes les écoles du groupe ENP à proposer effectivement ce type de formation. On la propose aussi à l'école doctorale et ces formations ont un certain succès. Alors quand je dis un certain succès, c'est que le succès est certain, mais il n'est pas pour tous, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a fait des tentatives aussi de rendre ce parcours obligatoire. Vous en parliez tout à l'heure. Et c'est certes intéressant d'un point de vue pédagogique, mais s'il n'y a pas le moteur, c'est l'envie, on perd un petit quelque chose. Alors que là, on va avoir grosso modo sur une promo, on va avoir 20% des étudiants qui vont opter pour cette discipline, en tout cas pour cette forme pédagogique. Et on a des étudiants qui sont, c'est vrai, super motivés et qui, à ce moment-là, on n'a pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire. C'est eux qui viennent nous demander de l'aide pour tel ou tel contact, pour résoudre telle ou telle difficulté ou aborder tel ou tel problème. Donc on est vraiment là, nous, en soutien, en appui, et on va les envoyer vers un spécialiste en compta, en stratégie, en marketing, en distribution, en business model sur le web, enfin toutes sortes d'experts qu'on peut avoir dans notre réseau. Parce que justement on a un dispositif qui aujourd'hui concerne l'ensemble des acteurs économiques du bassin local grenoblois, quoi. Alors moi j'aimerais bien vous faire réagir sur une statistique finalement, Christian, que tu m'as donnée à midi, qui est que environ 3% des ingénieurs sont créateurs d'entreprise. Si vous êtes bac plus 2, passez à 6%. Et si vous êtes bac, vous doublez encore, passez à peu près à 10%. Qu'est-ce qui explique, selon vous, soit cette désaffection, en tout cas ce différentiel entre des formations d'ingénieurs et du bac plus 2 ou des gens qui ont bac? Qui veut répondre? J'ai bien une hypothèse. Pour moi, la chose est simple parce qu'effectivement, on retrouve à peu près les mêmes pourcentages de créateurs d'entreprises à la sortie des écoles d'ingénieurs qu'à la sortie des écoles de commerce. Ce n'est pas la discipline qui fait qu'on est créateur ou pas créateur. C'est effectivement plus, ça vient de l'intérieur, comme dirait l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que plus on est diplômé, moins on est créateur. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même culture, par exemple, quand vous parliez des États-Unis tout à l'heure, où on considère aux États-Unis que garantir son emploi, plus de sécurité, c'est être entrepreneur. Parce qu'on a soi-même la main mise sur son emploi. En France, la sécurité, c'est pas être entrepreneur, c'est être salarié, être fonctionnaire, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où on est très diplômé, on va avoir un certain nombre de propositions qu'on n'a pas si on n'est pas